des assez bons indices. D'abord, il y a un ensemble de recherches qui semblent dire que les élèves qui sont dyslexiques ont un problème de lecture, c'est vrai, mais avant même leur apprentissage de la lecture, leur cerveau réagit différemment au son du langage. Le traitement phonologique ne se fait pas aussi efficacement chez les élèves dyslexiques, ce qui viendrait fragiliser les réseaux du langage, qui fait en sorte que ça donne un impact par la suite pour apprendre à lire. Plus spécifiquement, il y a une hypothèse concernant la déconnexion partielle entre les régions visuelles et les régions du langage. Je vous disais, apprendre à lire, c'est construire des chemins qui partent de derrière vers devant, mais il semble y avoir une déconnexion moins partielle. Pourquoi y a-t-il cette déconnexion? Les hypothèses les plus plausibles font référence aux problèmes qui auraient lieu lors de la migration neuronale lors du développement fœtal. Donc, lorsque le cerveau se développe, il prend du volume et il y a des neurones qui doivent se déplacer pour prendre position à l'intérieur du cerveau. Et cette migration, ce déplacement, ce positionnement des neurones ne se fait pas normalement, il se fait de façon anormale. Ce qui fait en sorte que le cerveau possède des ectopies. Les ectopies, c'est comme des amalgames de corps cellulaires qui font en sorte que dans certaines régions du cerveau, il peut y avoir moins de connexion entre les régions cérébrales. Donc carrément, quand on prend le cerveau de quelqu'un qui est dyslexie, donc par exemple en faisant une autopsie, on est capable de voir que la structure du cerveau elle est différente. Qu'il y a dans plusieurs régions du cerveau chez les dyslexiques, ces ectopies-là. Ils sont essentiellement concentrés dans les régions du langage, ce qui vient fragiliser le traitement phonologique du langage et ce qui vient avoir un impact aussi au niveau de l'apprentissage de la lecture. Et pourquoi y a-t-il ce problème de migration des neurones? Bien, il y a différents gènes qui ont été reliés à la dyslexie et notamment 3 gènes qui sont justement liés à cette migration neuronale. Donc, l'élève dyslexique, dès le développement de son cerveau, la migration des neurones se fait anormalement, ce qui fait en sorte que plus tard, ça va lui causer des problèmes. Souvent, au niveau du langage, c'est moins perceptif, sauf en faisant des tests assez précis où on remarque que les enfants ont plus de difficultés à distinguer les sons du langage. Et on s'en rend compte plus tard, bien sûr, lors de l'acquisition de la lecture. Donc, plusieurs changements dans le cerveau. La question que vous devriez vous poser à ce stade-ci, d'accord, il y a des différences, mais peut-on agir sur ces différences? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les élèves? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces enfants en difficulté? Il y a certaines études qui ont examiné l'impact des interventions pédagogiques sur le cerveau de ces élèves en difficulté. Et les résultats sont assez saisissants. Ici, on a les images du cerveau de plusieurs élèves. Chaque ligne représente un élève dyslexique. Les 2 premières images représentent l'activation cérébrale avant une intervention visant à aider les élèves dyslexiques. Donc, on a de l'activité cérébrale qui est représentée par les petits points ici. Ça, c'est l'hémisphère gauche. Ici, l'hémisphère droit. Ça, c'est avant l'apprentissage pour l'élève 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. On remarque que cette région, qui devrait être très activée lors de la lecture, ne l'est pas chez ces élèves dyslexiques. C'est tout à fait cohérent par rapport aux autres résultats que je vous ai présentés tantôt. Mais regardez ce qui se produit après l'intervention. Donc, avant l'intervention, regardez ici, puis après l'intervention. Une augmentation dans les régions qui sont hypoactivées, qui sont moins actives. Donc, les dyslexiques activent moins cette région-là. On fait des interventions ciblées. Et ce qu'on remarque, c'est que l'activité cérébrale dans cette région redevient à un niveau typique. Et c'est comme ça pour le premier élève, pour le deuxième, pour le troisième, et ainsi de suite. C'est un effet qui est présent lorsque les élèves reçoivent des interventions et s'améliorent en lecture. L'intervention qui a été faite, c'est une intervention qu'on appelle graphophonétique. C'est une intervention qui met l'accent sur la correspondance entre les lettres et les sons. On parle souvent d'une approche syllabique de la lecture. Plus précis, disait une approche graphophonétique, donc qui fait le lien entre les graphèmes, c'est-à-dire les lettres et les ensembles de lettres, et les sons correspondants. Lorsque les chercheurs faisaient ça avec les enfants, donc faisaient des exercices de correspondance entre graphèmes et phonèmes, il y avait donc non seulement une amélioration au niveau de la lecture, mais il y avait aussi des changements au niveau de l'activité cérébrale, un rétablissement au moins partiel de l'activité cérébrale. Ça ne veut pas dire que la dyslexie n'existe plus. Ça ne veut pas dire que l'enfant est guéri, en guillemets. Mais ça veut dire que son cerveau est capable d'une assez grande plasticité
pour retrouver une activation cérébrale typique des élèves. Il y a plusieurs études qui confirment ça, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de vous en présenter plusieurs, mais à chaque fois, on remarque ce rétablissement d'activité cérébrale. Même certaines recherches montrent qu'il y a un rétablissement de la connectivité entre les régions suite à ces interventions. Mais vraiment des interventions graphophoniques. Donc, si je récapitule, il y avait le langage tantôt, ici. Et là, je vous disais, on fait des activités, le programme d'intervention qui était proposé dans l'étude précédente mettait en relation les graphèmes et les phonèmes. Cette région-là est responsable de l'identification des lettres et des mots et des graphèmes, ce que je n'ai pas mentionné, on l'ajoute les graphèmes. Les régions associées au traitement phonologique du langage sont juste un peu plus loin. Il semblerait que l'un des aspects clés de la lecture, tant pour les élèves en difficulté que pour les élèves qui n'ont pas de difficulté particulière, c'est l'établissement de connexion entre ces régions. Il y a un principe qui dit que les neurones, lorsqu'ils s'activent ensemble, ils se connectent ensemble. Il y a toutes sortes de processus biochimiques qui font en sorte qu'ils se mettent à se connecter ensemble et à renforcer leurs interconnexions suite à cette activation qui est faite. Donc, quand on amène l'élève à faire cette correspondance entre les graphèmes et les phonèmes à plusieurs reprises, les neurones s'activent et progressivement, donc, il y a des connexions qui s'établissent. Connexions qui sont essentielles à la construction de ce chemin de la lecture. Donc, tout se produit, tout se passe comme si l'élève dyslexique, c'est pas qu'il est incapable de construire ce chemin de la lecture, c'est que ça lui demande plus de temps, plus d'efforts, plus de pratique et d'entraînement. Puis à ce moment-là, quand il arrive en salle régulière, le rythme va trop vite pour lui. Il n'a pas le temps d'établir ces interconnexions. C'est pour ça qu'il faut lui offrir du support, il faut l'aider, à la fois à la maison, à la fois sous forme d'intervention plus spécifique, pour aider ces interconnexions à s'établir. Ça prend plus de temps, mais elles peuvent se faire. La majorité des élèves dyslexiques réagissent de la façon dont je vous ai décrit. On fait des interventions graphophonétiques et les élèves s'améliorent. Ils ne vont pas nécessairement atteindre le même niveau que les meilleurs élèves en lecture, mais vont s'améliorer nettement. Certains élèves dyslexiques, par contre, ne s'améliorent pas beaucoup. C'est une toute petite fraction. On ne comprend pas exactement pourquoi, puis il y a des recherches qui ont lieu actuellement. Mais quand on a des élèves en difficulté en lecture, ce qu'il faut faire, c'est des interventions graphophonétiques. Insister sur le fait que lors de la lecture, que l'élève retourne à une stratégie de correspondance graphème-phonème. Une autre étude appuie cette idée-là que la correspondance graphème-phonème est très importante. C'est qu'il y a une étude qui a comparé deux groupes de personnes qui ont appris à lire de deux façons. La première façon, c'est une approche graphophonétique, et la deuxième façon, c'est une approche plus globale, où on demande aux gens d'apprendre le sens de chacun des mots à partir de l'image globale. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que là, ce qu'on voit ici, c'est avec une technologie différente, qui s'appelle l'électroencéphalographie. On voit le cerveau vu d'en arrière. Ce qu'on voit de chaque côté, en fait, c'est les oreilles. Et lorsqu'on utilise une approche graphophonétique, lorsqu'on présente des mots, dans un premier temps, c'est une activation plus importante dans l'hémisphère gauche du cerveau, donc près de la région clé de la lecture, la région occipito-temporale. Région qu'on appelle aussi d'ailleurs la région de la forme visuelle des mots. Par contre, lorsqu'on utilise une approche plus globale, on constate qu'on n'a pas cette activation latéralisée à gauche. Latéralisation qui habituellement est l'une des clés, des portes d'entrée dans l'acquisition de la lecture. Donc, ces résultats mènent à penser que lorsqu'on fait la correspondance graphème-phonème, on active des régions clés en lien avec la lecture, ce qui aide probablement à établir ces chemins de la lecture. Par contre, lorsqu'on utilise une approche plus globale, ce sont d'autres régions qui sont mobilisées. L'élève est en train d'apprendre quelque chose, mais il n'est pas nécessairement en train d'apprendre, de consolider son chemin de la lecture. Okay? Donc, c'est un argument assez fort en faveur d'une approche graphophonétique. D'ailleurs, il y a plusieurs chercheurs qui sont allés dans les salles de classe, qui ont essayé les deux approches d'enseignement, puis l'approche graphophonétique est nettement supérieure. Donc, ça donne les résultats, les élèves apprennent plus. Donc, on en arrive au point crucial de cette première partie-là. Donc, on a vu qu'il y a des différences. On a vu que ces différences-là peuvent être atténuées par des interventions spécifiques. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour aider vos élèves? D'abord, une des choses, c'est, je vous ai dit, le langage est très important.
ces deux aspects-là du langage surtout, le vocabulaire et ce qu'on appelle la conscience phonologique. Lire, c'est se connecter aux régions du langage. Plus le langage est développé, mieux c'est. En particulier, plus l'élève connaît de choses, plus il a de vocabulaire, plus il a de culture générale, plus il va lire facilement un texte. C'est un des bons prédicteurs. Plus l'élève connaît le sujet du texte, plus il va être capable de le comprendre. Ça paraît évident, c'est comme ça. Un texte sur le baseball va être mieux compris par un élève qui connaît le baseball qu'un autre. Okay? Donc, d'avoir une culture générale, ça paraît contre-intuitif, mais c'est important pour la lecture. La deuxième chose, j'allais dire encore plus importante, mais tout aussi importante, c'est ce qu'on appelle la conscience phonologique. C'est quelque chose qui est déficient chez les élèves qui ont une dyslexie souvent. La conscience phonologique, c'est juste la prise de conscience que les sons du langage, que le langage est formé de sons. De sons qui s'enchaînent l'un à la suite de l'autre. Puis de distinguer les différents sons du langage. Si par exemple, je vous dis le mot papa, on a peut-être tendance à dire qu'il y a deux sons dans ce mot-là. Papa. C'est pas vrai. Il y a le son P, puis il y a le son A. Ça fait deux sons aussi. Mais la conscience qu'il y a le P, puis il y a le A, c'est pas évident pour les enfants, ça. Et c'est l'un des meilleurs prédicteurs de la réussite en lecture, en fait. Si on demande à de jeunes enfants, maternelle, prématernelle, de distinguer les sons du langage, de reconnaître les rimes des mots, etc., on se rend compte qu'ils ont plus de difficultés. Et parce qu'ils captent moins les sons du langage, quand ils apprennent à lire, qu'on leur demande de faire cette correspondance graphème-phonème, c'est bien plus difficile pour eux. C'est quoi les sons? Le langage est formé de sons, puis les lettres correspondent aux sons. Ça paraît évident pour nous adultes, mais pour les enfants, surtout les élèves dyslexiques, c'est pas évident. Distinguer tous les sons qui se ressemblent aussi, ba, pa, puis ainsi de suite, ça représente un défi supplémentaire. Ils n'ont pas nécessairement conscience de ces distinctions phonologiques. Donc, première chose qu'on pourrait faire, surtout avec les plus jeunes, de travailler ce vocabulaire et cette conscience phonologique. Ensuite, montrer de façon explicite que les lettres forment des ensembles de lettres, puis ces ensembles de lettres-là correspondent à des graphèmes. Hein? O correspond au phonème O. AU correspond au phonème O. AU correspond au phonème O. Cet apprentissage graphophonétique, en insistant sur graphème-phonème, fait en sorte que les chemins de la lecture se développent plus facilement. Et finalement, un truc sur lequel on va revenir parce que c'est important, évidemment se pratiquer. Plus on se pratique, plus on consolide les réseaux de la lecture. Donc, de lire un peu chaque jour pour automatiser le décodage des mots, c'est un des aspects importants, ça. Parfois, lorsqu'on fait une approche graphophonétique, on est parfois un peu découragé d'entendre nos enfants. Moi, le premier. Mon garçon, quand il a appris à lire, qui a appris à lire le mot « papa », dont je vous parlais tantôt, c'était difficile, là. Il voit le P, il voit le A, OK, ça fait quoi? Ça fait pa. Puis après ça, il continue son travail, il travaille fort, là. OK, c'est la même chose, pa. Puis il n'a rien compris de ce qu'il est en train de lire. Finalement, il dit, papa. Mais ça, c'est difficile, ça lui a demandé un niveau de traitement vraiment important. Par contre, en se pratiquant, cette correspondance graphème-phonème va se faire progressivement, de plus en plus facilement, jusqu'à devenir automatisée. Et c'est lorsque c'est automatisé qu'on est capable de comprendre ce qu'on est en train de lire. Soyez pas surpris, c'est vos enfants qui ont de la difficulté en lecture, qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. C'est sûr, ils sont tellement surchargés par ce travail de conversion graphophonétique que c'est ça. On pourrait dire que la solution, c'est de l'apprendre de façon globale. Mais à long terme, non, parce que ça ne développe pas les réseaux neuronaux de la lecture. Donc, c'était quelques conseils par rapport aux élèves qui auraient plus de difficultés en lecture. Il y a une partie des choses qu'on peut travailler à la maison, bien sûr, mais l'école aussi joue son rôle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rejeter complètement l'approche globale de la lecture? C'est une bonne question. Des fois, on a l'impression que c'est donner des outils à l'élève que lui apprendre certains mots de façon globale. C'est un débat qui est complexe, qui est aussi polémique, je dirais. Mais en tout cas, si l'objectif, c'est de créer ce chemin de la lecture-là, l'approche globale n'est pas souhaitable. Si on vise d'autres objectifs, là, ça peut être justifiable, la motivation, etc., le fait d'être fonctionnel aussi, etc., mais ça n'aidera pas à apprendre à lire. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie, qui portait plus sur les troubles de la lecture? Donc, le cerveau est différent, mais on peut utiliser des techniques, des trucs qui nous aident. La correspondance graphème-phonème, développer la conscience phonologique et pratiquer la lecture et pratiquer la lecture.
Puis, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais je disais pratiquer la lecture un peu chaque jour. N'oubliez pas l'été. Parce qu'on remarque un gros écart entre la fin de la première année et le début de la deuxième. Dans les milieux défavorisés, où souvent l'enfant est moins en contact avec la lecture, le niveau de lecture diminue dans l'été. Tandis que les élèves des milieux favorisés, au contraire, leur capacité en lecture s'améliore. Pourquoi? Parce qu'on oublie. Il est naturel pour le cerveau d'oublier. Donc, je ne vous dis pas à chaque jour d'obliger les élèves à lire là, durant la période de l'été, non, mais une fois de temps en temps, à tous les 2, 3, 4, 5 jours, juste un petit peu de lecture, ça peut être juste une phrase ou deux, juste pour réactiver les neurones, pour éviter que les connexions qui ont été construites à coup d'effort et d'entraînement se défassent progressivement. Dyscalculie maintenant, trouble en mathématiques. C'est un trouble qui a été moins étudié par les chercheurs, mais on commence de plus en plus à avoir des données intéressantes. Donc, comme tantôt, je vais vous présenter comment se développe le cerveau chez les élèves typiques d'abord. Ça se passe en 3 étapes. Là, ici, vous avez une image qui est sous un angle un peu différent. C'est comme un peu vu par-dessus, donc sur le côté. Ce qu'on voit, c'est devant le cerveau. Ici, c'est carrément